une des grandes révélations de cette conférence, c'est de dire que l'Afrique est très fière que la deuxième patrie des Africains dans le monde, le Brésil, soit considérée comme parmi les grandes puissances du monde contemporain dans quelques années. Ce que nous souhaitons, c'est que le Brésil n'arrive pas à ce statut sans sa composante africaine. C'est-à-dire que le Brésil doit, dans son travail, régler un ensemble de contradictions internes pour donner toute sa place ou toute leur place aux Africains du Brésil. Et le président Lula s'y emploie. Qu'il fallait absolument que tout ce que les intellectuels puissent faire ne soit pas le fait des seuls chefs d'État et nécessairement bonne volonté qui est une limite. Il faut que ce soit l'affaire des intellectuels articulée de façon forte aux sociétés civiles africaines et de la diaspora. Cette réunion a de l'importance dans la mesure où ça nous permet de discuter des possibilités, la faisabilité de cette union et en même temps aussi les obstacles qui sont à l'origine de la non-réalisation de cela. Après Dakar, en octobre 2004, la deuxième conférence des intellectuels d'Afrique et de la diaspora s'est tenue du 12 au 15 juillet 2006 à Salvador de Bahia, dans la République fédérative du Brésil. Un grand rendez-vous d'échange et de réflexion sur le devenir du continent africain et de sa diaspora. Environ 1500 intellectuels en provenance d'Afrique, des Amériques, des Antilles, des Caraïbes ont pris part à cette grande manifestation. La cérémonie d'ouverture a été co-présidée par le président Luiz Inácio Lula da Silva du Brésil et Maître Abdoulaye Wade de la République du Sénégal, en présence de plusieurs chefs d'État et du gouvernement. Il faut se féliciter vraiment du fait que les intellectuels se sont maintenant appropriés cette initiative qui a été faite à Dakar et que ce soit le président Lula qui est hébergé donc cet événement qui a une dimension historique. On constate véritablement que les intellectuels ont pris les affaires en main. De quoi il s'agit? Il s'agit d'abord d'établir de manière formelle les relations entre l'Afrique et sa diaspora. C'est ce que nous tentons de faire à l'Union africaine, même si ce n'est pas encore parfait, parce qu'il faudra au finish intégrer la diaspora comme une 6e région de l'Afrique avec quelqu'un qui viendra siéger au sommet des présidents. L'idée de faire officiellement de la diaspora africaine la 6e région du continent s'affirme de plus en plus et pourrait finir par s'imposer dans les faits comme dans les esprits. Une conviction réaffirmée par les ministres d'État, ministres des Affaires étrangères du Sénégal, mais aussi de certains intellectuels africains de renom. Il y a de l'espoir que l'Afrique renoue avec sa diaspora et j'espère que la diaspora comprendra qu'elle est invitée et que la proposition du Sénégal, que la diaspora soit considérée comme 6e région du continent, est une proposition extrêmement valable. C'est notre intérêt à tous, notre intérêt au plan humain, au plan intellectuel, mais surtout au plan politique et économique. Imaginez les communautés africaines-américaines, les communautés, les États des Caraïbes, le Brésil, la Colombie, tous ces pays qui viennent et qui crée un nouvel espace de solidarité économique et commerciale avec l'Afrique. Mais c'est une grande victoire pour le continent. Donc l'Afrique n'a pas d'avenir sans sa diaspora, mais la diaspora n'a pas d'avenir non plus sans sa base qui est le continent africain. L'Afrique a résisté pendant 4 siècles à travers 1000 turpitudes. Seule l'Afrique est le continent à pouvoir tenir 4 siècles de misère. N'importe quel autre continent aurait peut-être disparu. C'est ce qui me fait croire et qui me fait espérer que ce bloc de l'Afrique, c'est une nécessité et ce n'est pas seulement une nécessité, c'est une urgence et cette urgence, c'est aujourd'hui plus que jamais. Je pense que si nous étions un objectif, c'est sensibiliser le monde africain et le monde de la diaspora relevant de l'intellectualité sur la nécessité de repenser ensemble le concept de la renaissance africaine et de lui donner un contenu suffisamment dynamique et prometteur
pour galvaniser toutes les énergies, mobiliser toutes les intelligences et sonner le rassemblement de l'ensemble des fils de la nation africaine pour que nous puissions ensemble booster le développement de notre continent et en faire l'une des pierres angulaires de l'avenir du monde. Je suis sûr et certain que nous l'avons atteint. Ainsi, la diaspora a un immense potentiel économique comme le Brésil, un immense potentiel intellectuel et scientifique. Les deux entités réunies constituent un important espace économique. Aujourd'hui, l'idée est aux grands ensembles et le continent africain ne doit pas jouer les figurants. Il faut probablement, vous dites qu'on parle trop, peut-être, mais on ne parle peut-être pas bien ou suffisamment. Il nous faut de manière tout à fait libre discuter entre nous, intellectuels africains, économistes et autres, pour savoir ce qu'il faut faire. Parce que ce n'est pas aussi facile. C'est parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire que les institutions de Bretton Woods nous ont dit voilà ce que vous devez faire. Les politiques l'ont appliqué et ils se trouvent aujourd'hui devant une situation qu'on peut qualifier d'impasse. Alors ces mouvements, ces conférences d'intellectuels, celle-ci vient de décision parce qu'il y aura beaucoup d'ateliers, non seulement mobilisent des intellectuels d'Afrique, mais également la diaspora qui sont confrontés à des problèmes peut-être différents, mais enfin dont la nature peut être rapprochée aux problèmes auxquels nous sommes confrontés en Afrique. En tout cas, ce qui me concerne, je pense qu'il nous faut une rupture dans les politiques de développement. Je l'ai dit, il nous faut investir de plus en plus dans les secteurs qui ne sont pas forcément modernes, qu'il faut moderniser, qu'on peut qualifier de relationnel ou d'informel, mais nous savons intuitivement ce que nous voulons dire et c'est là où il nous faut investir les énergies. Il nous faut trouver des formes particulières de crédit, il nous faut trouver des formes particulières de formation rapide et technologique pour pouvoir donc, à mon avis, développer la production, créer des emplois et nous sortir de ce cercle vicieux du sous-développement. Alors aujourd'hui, que les chefs d'État aient pris conscience de la nécessité d'une agitation intellectuelle tous azimuts, d'une réflexion en profondeur et sans complaisance pour essayer de faire renaître l'Afrique. Non pas, quand on parle de renaissance, il ne s'agit pas de faire vivre ce qui était mort, parce qu'en ce moment-là, on parlerait de résurrection. Il s'agit de faire peau neuve. Il s'agit donc comme les serpents qui muent, donc de renaître une nouvelle fois, parce que c'est la condition pour que l'Afrique, solidement arrimée à sa diaspora, puisse effectivement se développer. Alors, donc, les intellectuels ont aussi ce rôle de réflexion pour comment créer des solidarités horizontales entre les peuples et des solidarités verticales, c'est-à-dire entre les États qui composent l'Afrique et la diaspora. Après la table ronde présidentielle sur le thème de la Renaissance africaine, suivie de celle sur genre et équité, les participants ont assisté à l'hommage solennel rendu au sénateur Abdias do Nascimento. Leader historique du mouvement brésilien, une figure emblématique et cofondateur du Front Noir brésilien en 1931. Do Nascimento a aussi créé le théâtre expérimental du Noir en 1944, avant de devenir secrétaire général à la défense et à la promotion des populations afro-brésiliennes de Rio de Janeiro. Ce type de partenariat entre décideurs politiques et les intellectuels devrait être le moyen de promouvoir l'engagement permanent et constructif du continent. Et pour cela, les femmes doivent jouer un rôle de premier plan. Dans mon pays, le président de la République, chef de l'État, Ladji Omar Bongo Ondimba, a coutume de dire « La jeunesse est sacrée pour moi, mais en plus, là où les hommes ont échoué, les femmes réussissent toujours. » Donc effectivement, le rôle de la femme africaine et de la femme noire de la diaspora est un rôle crucial. Et c'est sûr que grâce à leur dynamique, les choses évolueront. C'est une occasion pour effectivement prendre des contacts avec mes confrères africains, avec les chercheurs africains, avec les scientifiques africains. Et j'ai beaucoup d'espoir pour qu'une pareille réunion puisse nous donner l'occasion de réellement travailler ensemble pour le développement scientifique et technologique de l'Afrique. Et je suis persuadée que les ressources humaines qui existent en Afrique et qui existent dans la diaspora également, qu'elles soient en Amérique latine ou qu'elles soient en Europe
ou partout ailleurs, pourront effectivement, avec une collaboration avec les scientifiques, rester sur place dans leur pays, faire avancer la science, la connaissance et surtout la bonne application de cette science et de cette technologie dans nos pays respectifs en Afrique, et que l'on puisse traiter de thèmes communs et que l'on puisse établir des objectifs communs pour l'Afrique qui pourront nous faire avancer en tant que continent et en tant que population diversifiée mais très riche par sa diversification. S'il est avéré que depuis l'accession à la souveraineté internationale des pays africains, bon nombre d'intellectuels avaient été écartés du processus de décision dans leur pays, aujourd'hui c'est un appel du pays qui est leur fait. Ainsi, la volonté est de profiter de l'expertise africaine pour son implication dans le développement du continent. La fuite des cerveaux est un phénomène mondial et il est bon que nous sachions qu'elle ne frappe pas seulement le Sénégal, qu'elle ne frappe pas seulement l'Afrique. Au niveau des pays développés, il y a un phénomène constant de circulation des ressources humaines et en particulier de fuite des cerveaux. Que ce soit de l'Europe vers l'Amérique, que ce soit de l'Amérique vers la Chine. Et il est bon que nous replacions la fuite des cerveaux africains dans ce contexte. Cela dit, il faut en examiner les causes. Et parmi celles-ci, on pourrait s'attacher à relever d'abord les cadres de travail des intellectuels, notamment des chercheurs et des enseignants de l'université. Le manque de laboratoire, le manque de perspectives de carrière, le manque de sécurité financière et enfin l'environnement de répression des intellectuels par les pouvoirs politiques dès lors que ces intellectuels ou certains d'entre eux s'arrogent le droit de donner une opinion qui est différente, voire contraire à celle officielle des gouvernements, cet environnement-là est une cause importante. Il y a un exercice d'abord de réhabilitation de l'homme noir, de réhabilitation de l'Africain. Vous savez que l'image de l'Afrique est aujourd'hui, il faut le dire, suffisamment malmenée. Quand on parle d'Afrique, on parle de conflits, on parle de maladies, on parle de famine, et on parle de crise politique, on parle de manque de démocratie. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère où il faut que l'Afrique se mette en compétition avec les autres régions du monde. Vous voyez, dans toutes les autres régions du monde, il y a une sorte de mobilisation interne, mais aussi il y a une mobilisation de leur diaspora. Les Européens mobilisent leur diaspora, les Asiatiques mobilisent leur diaspora, les Américains mobilisent leur diaspora. Et dans cette quête de l'affirmation, dans cette quête d'affirmation identitaire, le continent africain doit aussi être présent. Et je crois qu'une telle conférence, justement, peut contribuer grandement à ce processus historique. Cette contribution de la diaspora ne serait certes pas une panacée aux principaux maux du continent, mais sans nul doute, une fois les conditions et stratégies nécessaires mises en place, l'Afrique pourrait mieux relever certains défis du monde contemporain. L'Afrique ne peut avoir son mot à dire que lorsque l'Afrique sera unie dans le cadre d'un processus d'intégration qui fait que nous puissions dépasser le phénomène de l'émiettement que représente l'existence de 53 États africains pour ensemble constituer un bloc homogène au sein du continent. Mais si cet ensemble-là entre en jonction avec le Brésil, qui représente près de 200 millions d'habitants, avec l'ensemble des peuples de la diaspora, autour d'un projet tel que celui, par exemple, d'une solidarité économique et culturelle à construire autour des pays riverains de l'Atlantique, il est sûr et certain que nous aurions là des perspectives d'avenir extrêmement prometteuses pour le présent et pour le futur, qui nous permettraient non seulement d'avoir des relations de coopération beaucoup plus dynamiques avec l'Europe, mais également avec le reste du monde, en particulier avec l'Asie, parce que l'Afrique
au Brésil et aux pays de la diaspora liés à l'Asie pourrait, à mon avis, même modifier la géopolitique mondiale. Mais nous le ferons dans le cadre du respect des relations privilégiées qui nous lient avec une autre partie du monde que représente aujourd'hui l'Europe et le monde occidental, qui constituent dans notre histoire respective des éléments extrêmement importants avec lesquels nous souhaitons entretenir les relations durables et sans cesse raffermies. Le développement des ressources nationales commence à travers des langues. Il faut que les langues soient apprises au niveau des langues africaines, n'est-ce pas? Il faut que l'Afrique bicéphale, l'Afrique francophone, anglophone, ou Afrique hispanophone et espagnophone se comprennent, si vous voulez. Il faut que nous enseignons nos langues africaines, parce que tous les économistes parlent de développement national à travers des économies. Moi, une langue est une ressource nationale. Il faut développer une ressource nationale à travers le développement de la langue, des langues nationales. Mon hypothèse est qu'on dialogue très bien avec les gens dont la vision du monde on comprend très bien. Cette vision du monde commence avec l'apprentissage de la langue. Ici, je parle Wolof, Nagadef, Magniferek. J'ai été étudiant à l'université de Dakar 72-73. J'avais des amis qui vivent encore au Sénégal. Lorsque je dis Nagadef, Magniferek, Namnalarek, vous voyez que les Sénégalais m'ont invité pour ce dialogue, parce que moi, je m'exprime non seulement en langue française, mais en langue Wolof. Je suis nigériane. La langue d'enseignement au Nigeria, c'est l'anglais. Et je m'évertue à dire que je m'exprime assez bien en langue française, qu'on me considère un candidat pour cette entrevue. Ainsi, le choix de Salvador est symbolique à plus d'un titre. Cette ville est non seulement le fief de l'actuel ministre de la Culture, Gilberto Gil Moreira, mais également capitale de l'État de Bahia, où l'on rencontre la plus forte population afro-brésilienne. Nous avons maintenant beaucoup d'ambassades en Afrique. L'ambassade du Sénégal, je dois dire qu'elle est déjà ancienne. Nous l'avons ouverte tout de suite après votre indépendance. Mais nous avons 27 ambassades en Afrique en ce moment. Et le président a fait 17 voyages en Afrique. Nous sommes en train d'ouvrir encore de nouvelles ambassades. Et en ce qui concerne le Sénégal, nous sommes en train de vraiment pousser des projets importants, par exemple dans le domaine de l'agriculture. Nous sommes en train de développer ensemble un bio-insecticide contre les criquets pèlerins, de développer des horticultures pour les semi-arides, de développer l'élevage du bétail. Il y a du bétail brésilien là-bas pour la production de lait et de viande. Ce sont 3 projets que nous avons déjà approuvés pour cette année-là. Nous avons aussi conclu la négociation d'un accord sur le transport aérien, parce que je pense que l'interaction entre les 2 pays, elle profiterait beaucoup si nous avons une ligne directe, parce que si nous avons une connexion aérienne directe, nous sommes seulement à 3h30 du Sénégal. Et en ce moment, il faut prendre une connexion par l'Europe et ça prend 17 heures au moins. Le Brésil est le deuxième pays à avoir une composante aussi importante de la race noire. Il s'y ajoute que le Brésil est aussi un pays de culture. Bon, les intellectuels vont apporter leur expertise et leur expérience. C'est une question de réflexion, c'est une question de pensée et d'idées. Et ça, je pense que l'Afrique ne pourra se développer, le président Wade l'a toujours dit, l'a toujours défendu dans son livre et dans ses réflexions de tous les jours. Nous pensons effectivement que ce sont les idées qui vont développer le continent. Donc c'est la raison pour laquelle je salue cette initiative qui fait que il y a encore quelques années, les intellectuels étaient toujours exclus des pouvoirs de décision. Maintenant, non, nous pensons que les politiques africains ont fait appel maintenant aux intellectuels. Le prix Nobel de la paix et certains dirigeants d'organismes internationaux ont pris part aux côtés de nombreuses autres personnalités
à des plénières sur le thème de la nécessité d'un pacte politique entre l'Afrique et la diaspora pour la paix, la démocratie et le développement. L'objectif est d'encourager et de mettre en relief la contribution des intellectuels africains du continent et de la diaspora comme vecteur de nouvelles idées. La rencontre vise également à accroître la compréhension mutuelle ainsi qu'à stimuler la coopération pour le développement entre les pays africains et ceux de la diaspora. Le 19e siècle était le siècle de l'Europe, le 20e siècle, le siècle des États-Unis. Pourquoi le 21e siècle ne serait pas le siècle de l'Afrique? Moi, je pense que ça peut être le siècle de l'Afrique. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, parce que l'Afrique a les ressources matérielles et humaines qu'aucun continent n'a aujourd'hui. Si les gens courent vers les États-Unis, c'est parce que les États-Unis sont apparus comme un foyer de développement. Si l'Afrique se développe, les gens viendront vers l'Afrique. Il nous faut copier sur les États-Unis qui ont ouvert leurs portes aux savants, à l'argent, aux capitaux. Ils se sont développés. Nous aussi, il nous faut faire ça. Mais pour le réussir, les États-Unis, ils étaient unis. Ils ont eu des leaders qui les ont unifiés. Mais nous, si nous faisons ça en étant divisés, nous sommes perdus. On sera exploités. Donc il faut créer les États-Unis d'Afrique qui constitueront le creuset pour recevoir véritablement les capitaux, pour recevoir les hommes, les femmes, la science, la technologie et assimiler tout cela pour notre développement. We can get no satisfaction au plein sens de la parole. C'est difficile à trouver. Mais on a travaillé, on a pris la message envoyé par l'Afrique continentale, par la diaspora. On a essayé d'enrichir les connexions entre le peuple, entre les cultures, entre la politique, le secteur politique et tout ça. On a utilisé l'héritage, le bon héritage laissé par la première SIAD réalisée à Dakar au Sénégal. Et maintenant nous partons pour la troisième. Je pense que les idées et les suggestions qui ont été travaillées ici vont fournir au futur et à la réalisation future de la SIAD un bon matériel pour l'utilisation, pour l'improuvement, pour l'amélioration de ce dialogue, de ce forum international pour le dialogue entre le peuple noir, entre les cultures noires. Ça, ce que je pense que ça a de bonne taille. Nous espérons qu'un travail de relation, comme je disais, au niveau de la politique, au niveau de la science, au niveau de l'activité sociale et tout ça, pour le peuple d'Afrique, de la diaspora, c'est une contribution importante pour des politiques publiques que le gouvernement va établir, pour l'enrichissement de l'action populaire elle-même, l'action sociale, les groupes, tout ça. Donc je pense que les contributions seront là. Non? Et ça, il faut qu'on profite de les contributions qui ont été données ici par la conférence, le gouvernement, nous-mêmes, les intellectuels, les politiciens et tout le monde. Je pense que oui, nous aurons des contributions à prendre. Outre le débat des intellectuels, un volet culturel particulièrement dense s'est déroulé à Salvador de Bahia, plus précisément à Pelourinho, surnommé la perle noire du Brésil. Aussi, la déclaration de Salvador a été un déclic pour tous les intellectuels africains et de la diaspora pour une Afrique unie, forte et respectée des autres.